Alors, nous allons commencer. Bienvenue à tous les membres ici présents. Bienvenue au Parlement européen. Et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue sur tous les gens sur YouTube qui nous suivent en même temps. Donc, c'est le 4e événement qu'on organise dans le cadre du groupe d'intérêt au Parlement européen sur la médecine et la santé intégrative. Donc, mon nom, moi, c'est Michel Rivasi. Je suis coprésidente du groupe d'intérêt et j'aimerais vous présenter mes collègues, Tilly Metz, qui est présente avec moi, ainsi que Madame Rosa D'Amato. Et nous travaillons beaucoup au niveau du Parlement européen sur la problématique de santé. Et en même temps, on fait partie, vous savez, de la commission spéciale Covid, qui a été mise en place il y a à peine un mois, et qui va regarder à la fois les bons côtés et les dysfonctionnements qu'il y a eu sur la gestion de la crise Covid au niveau européen. D'autres membres devaient venir parce qu'ils ont, je dirais, soutenu cette initiative. C'est ma collègue Sirti Pietikäinen du groupe PPE, Margaret Auken des Verts, Romana Jerkovic, qui ne peuvent pas se joindre aujourd'hui, mais qui soutiennent cette initiative. Et puis, je suis bienvenue à nos intervenants experts, parce que vous allez aborder un sujet au niveau du Covid et au niveau, justement, du Covid long. Comment mieux gérer cette maladie qui nous a quand même... qui a été très perturbante, je dirais, sur le plan mondial, pas seulement sur le plan européen, sur le plan mondial, avec un virus qui était diabolique. Parce que là, à la fois vis-à-vis des malades, mais vis-à-vis aussi des symptômes post-Covid. Et je pense que là, vous avez une valeur ajoutée à nous apporter sur comment mieux prévenir, comment renforcer les défenses immunitaires, comment faire en sorte à ce que on puisse mieux gérer cette maladie. Donc à la fois la prévention et la gestion du Covid-19 et du Covid long. Alors d'un point de vue méthodologie, si vous avez des questions à poser au niveau des intervenants, n'hésitez pas à le faire, mais tapez ces questions dans la boîte de discussion en indiquant bien la personne que vous voulez faire intervenir et à qui s'adressent vos questions. Et on va les aborder dans la session questions-réponses qui suivra les présentations. Et bien sûr, tous les gens qui sont ici, je vous encourage à poser des questions. Alors, comme je vous le disais, dans le cadre de ce qui s'est passé sur l'histoire du Covid, on a vu qu'il y avait des gens quand même qui étaient très fragiles, et notamment, je dirais, dans nos pays où on a un peu des maladies, je dirais, typiques de notre société de consommation. Je pense à l'obésité, je pense au diabète, je pense aux maladies cardiaques, à l'hypertension. Et pour améliorer le système de santé, eh bien, je pense qu'il faut aussi améliorer, mais vous nous en parlerez, le problème de l'état de santé des gens. Parce que quand je l'ai comparé, moi je fais partie de la commission développement, quand je le compare à l'Afrique, il y a certains pays africains, on pensait que ça serait une catastrophe. Ben, ça n'a pas été si catastrophique que ça. Hein. Donc on voit bien que l'état de santé est important et qu'il faut vraiment renforcer la prévention, le système immunitaire, pour que les gens déclenchent, s'il y a un virus, une maladie, mais pas forcément ces maladies graves qu'il y a eu, et surtout ces post-Covid. Donc on s'est aperçu que plus de 40% de personnes qui ont eu et qui ont le Covid-19 ont le Covid long. Et parmi les personnes qui ont dû être hospitalisées, les statistiques montent à 57%. Donc ces chiffres sont très importants. Et le rétablissement de ces syndromes post-viraux peut être considérablement facilité en offrant aux patients l'accès à des interventions de médecine complémentaire et intégrative visant à rétablir leur santé. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir nos experts qui vont nous expliquer en quoi la médecine intégrative et complémentaire apporte un plus. Et ces présentations ne sont pas destinées à servir de recommandations alternatives aux mesures officielles de santé publique
ou aux conseils médicaux conventionnels, elles doivent être comprises comme des outils qui complètent les mesures de contrôle des maladies et les stratégies de traitement classiques. Donc je crois qu'on est suivi sur l'ensemble de l'Europe et au-delà parce que les gens sont en attente par rapport aux moyens conventionnels qu'on a eus, qui des fois n'étaient pas très clairs d'ailleurs, hein, entre nous en France, entre la médecine générale et la médecine au niveau des hôpitaux, il y avait quand même des discours un peu différents. Et en plus, là, vous apportez un plus dans le cadre de cette médecine complémentaire. Donc vraiment, je suis ravie que vous soyez là. Je vais d'abord passer la parole à Johanna Ditzel, qui est ici présente. Donc, Johanna, elle est médecin et elle va ouvrir le débat médecin, neurologue, acupuncteur. Donc, vous avez toute une palette de compétences et je vais vous donner la parole. Merci, Madame Rivasi, pour l'introduction. I try to see my... Je suis neurologue à l'hôpital universitaire Charité à Berlin et nous sommes très heureux de disposer de différents groupes de recherche qui sont réunis sous le toit de cet institut de médecine sociale, épidémiologie et économie de la santé. Nous avons plusieurs groupes de recherche parce que nous avons plusieurs centres hospitaliers à Berlin qui disposent d'un département de recherche sur la médecine complémentaire et intégrative. Et moi, j'appartiens au département de Benno Brinkhaus et nous avons une clinique. Ah, voilà, merci. Je vois ma présentation. Nous réalisons des travaux de recherche et nous soignons les patients grâce à cette médecine complémentaire et intégrative. Donc, j'appartiens à ce premier groupe que vous voyez à l'écran, mais vous voyez que nous avons plusieurs professeurs qui mènent à bien des travaux de recherche sur la médecine intégrative à Berlin. Alors, tout d'abord, je voudrais vous montrer que nous avons réalisé des essais et des projets en neurologie. J'ai mené des essais cliniques afin d'explorer les effets de l'acupuncture dans la neuropathie, notamment pour les patients qui souffrent de diabète périphérique, notamment au niveau des jambes et des pieds, ou dans le domaine de la névralgie du trijumeau, au niveau de la douleur faciale, mais aussi en ce qui concerne l'acupuncture auriculaire pour réduire l'anxiété avant une opération chirurgicale notamment. Diapo suivante. Passons maintenant à l'utilité de cette médecine intégrative pour la prévention lors de la pandémie de la COVID-19. Nos chercheurs ont pu passer en revue la littérature existante dès le début de la pandémie et ces travaux de recherche montrent que la médecine complémentaire et intégrative est composée de différentes stratégies permettant de gérer les problèmes collatéraux et les problèmes qui sont également liés au confinement et à l'isolement ressenti au cours de la pandémie. Et en mettant l'accent également sur l'alimentation, la nutrition, sur l'exercice physique. Donc il s'agissait vraiment de renforcer la résilience tout au long de cette pandémie. L'un de nos chercheurs, Myriam Ortiz, a également réalisé une enquête portant sur plus d'1 millier de personnes en étudiant les bases de données de sociétés de naturopathie en Allemagne. Et ils ont posé plusieurs questions pour savoir si ces personnes avaient utilisé des mesures de santé, de promotion de la santé via la naturopathie pour préserver leur santé et pour renforcer leur résilience. Et comme vous le voyez, vous avez des facteurs importants comme un séjour dans la nature, une nutrition équilibrée, des exercices physiques, l'utilisation de vitamines, de phytothérapie. Ce sont des éléments qui ont un effet important sur la prévention et sur la possibilité de préserver un état de santé équilibré. Alors passons maintenant à la COVID-19 et à l'infection en tant que telle.
Nous avons procédé à une révision systématique de la littérature et nous avons trouvé énormément d'éléments de preuve. Nous avons étudié toutes ces informations pour prendre nos décisions thérapeutiques. Et dans cet aperçu, nous avons pu identifier 29 revues systématiques sur des essais de médecine traditionnelle chinoise. Et ces revues systématiques montrent que les essais contrôlés randomisés permettent vraiment de donner des informations et des résultats probants. Nous avons également des études qui se sont penchées sur la phytothérapie chinoise et ceci prouve que ces remèdes à base de plantes sont efficaces dans le cadre de la COVID-19 et c'est mon collègue Christian Ted qui vous parlera tout à l'heure des remèdes particuliers écran. Mais je voudrais à présent vous parler de la crise de la Covid longue et du syndrome de fatigue chronique. Pourquoi associer ces deux éléments? Eh bien parce qu'ils sont étroitement liés tout au long de la pandémie de la Covid. Et il y a des débats qui ont été menés au sujet du Covid long, mais pour le définir en règle générale, on parle de symptômes qui persistent plus de 12 semaines après la première infection, associés avec de la fatigue, un brouillard cérébral ou un malaise post-effort, donc vraiment une intolérance suite à une activité physique. C'est un syndrome qui s'accompagne d'autres symptômes tels que des douleurs musculaires, articulaires, des maux de tête, des palpitations, des sueurs, des troubles du sommeil, de l'anxiété, mais aussi de la dépression et de l'essoufflement. Donc, ceci ressemble beaucoup au syndrome de fatigue chronique, l'encéphalomyélite myalgique, qui évolue souvent justement après une infection virale. Donc, il est intéressant de se pencher sur la littérature pour déterminer comment on peut traiter ce syndrome de fatigue chronique. Et il y a une seule option thérapeutique conventionnelle qui a été étudiée et c'est le repos et la stimulation. Donc l'objectif, c'est vraiment de se reposer et de rester sous ce seuil d'essoufflement. Diapo suivante. Nous nous sommes penchés sur la littérature qui concerne la médecine alternative et complémentaire pour les patients qui souffrent de ce syndrome de fatigue chronique pour voir s'il était possible de proposer quelque chose à nos patients souffrant du Covid long. Donc nous avons procédé à cette révision systématique. Encore une fois, nous avons analysé 26 essais contrôlés randomisés qui portait notamment sur la médecine corps-esprit, la guérison à distance, les massages, le tuina, le tai chi, l'homéopathie, le ginseng et des compléments alimentaires. Les méta-analyses ont montré que le Qigong, en tout cas, était efficace. Donc, c'est une forme de gymnastique qui a des effets médicaux et ceci permet d'atténuer les symptômes du syndrome de la fatigue chronique. L'acupuncture n'a pas fait l'objet de cette revue systématique en particulier. Donc, nous nous sommes penchés sur une autre revue systématique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et là, nous nous sommes penchés sur 31 essais contrôles randomisés qui ont pu montrer l'efficacité de l'acupuncture et de la moxibustion. Alors, la moxibustion, c'est le fait de faire chauffer les points de pression, les points d'acupuncture sans passer par l'utilisation de l'aiguille. Et ces études ont montré que ces deux mesures sont très efficaces. Et d'ailleurs, elles sont plus efficaces que la phytothérapie chinoise prise isolément ou que la médecine occidentale ou même que l'utilisation de placebo pour traiter le syndrome de fatigue chronique. Diapo suivante. Alors, nous avons réalisé un essai clinique pour nos patients souffrant du Covid long. Nous avons commencé au mois de juin. Nous nous sommes penchés sur les mesures d'acupression et de Qigong.
Nous avons réalisé cet essai pendant 8 semaines et donc nous avons en fait utilisé l'acupression pour donc exercer une pression sur les points d'acupuncture au lieu d'utiliser les aiguilles. C'est une méthode qui est excellente lorsque l'on veut prendre soin de sa propre santé. Donc si vous voulez et pour réaliser cette étude, nous nous sommes penchés sur 8 semaines d'acupression et de Qigong. Et cet essai a montré que ces méthodes ont un effet sur le syndrome post-Covid et que cela fonctionne bien mieux lorsque l'on combine ces deux méthodes aux remèdes naturopathiques. Et tous les patients appartenant du groupe ont appliqué les recommandations en suivant ces recommandations d'acupression sur 9 points et 2 cours hebdomadaires de Qigong. En fait, ils pouvaient également contacter un naturopathe et ils ont reçu tous un manuel permettant de choisir une stratégie de naturopathie, comme par exemple les automassages ou d'autres thérapies. Alors, vous voyez ici que nous avons reçu le soutien de la Fondation Carstens et nous avons travaillé avec un groupe de 200 patients. Ils ont tous pu accéder à la naturopathie et à ces recommandations d'acupression et de Qigong. Et nous allons bien entendu suivre l'évolution de l'état de santé de ces patients. Nous les avons suivis lors de la semaine 8 et ensuite lors de la semaine 16 pour voir s'il y avait des améliorations dans leur fatigue, au niveau de la récupération de la force musculaire, la possibilité de rester concentré plus longtemps également. Et nous avons la possibilité d'avoir ces essais avec une inscription possible par vidéoconsultation. Je voudrais maintenant en venir à ma conclusion. Cette médecine intégrative et complémentaire offre des options thérapeutiques très intéressantes lorsque nous sommes confrontés à de nouveaux besoins médicaux, et cela aux limites de la médecine conventionnelle. Et si nous avions davantage de ressources, eh bien, nous pourrions réaliser davantage d'études et de meilleure qualité, par exemple avec des essais avec un groupe placebo. Pour réaliser ces études, nous avons besoin de davantage de personnel et nous avons besoin de plus de patients, donc cela demande plus de travail. Mais si nous avions ces ressources supplémentaires, nous pourrions également réaliser des essais sur des plantes médicinales, sur différentes préparations, et cela pourrait être très intéressant de mener ces essais plus vastes et plus exigeants si nous avions davantage de ressources. Voilà, ici sur cette dernière diapo, je voudrais simplement vous montrer les noms des membres de mon équipe et je voudrais vous remercier de votre attention. Cette présentation, je pense qu'il y aura un certain nombre de questions. Maintenant, je vais passer la parole à notre prochain intervenant qui va nous rejoindre en ligne. Alors, la parole à Joanne Vidal-Jové, comme on dit, je ne sais pas. Jové, qui donc va nous parler, qui est docteur en médecine, c'est ça? Titulaire d'une licence en médecine et chirurgie. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité, de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer aujourd'hui. Je vais vous parler en fait de la contribution de l'homéopathie dans la lutte contre le Covid et autres maladies infectieuses, et je vais vous expliquer comment nous pouvons nous préparer pour la prochaine épidémie ou pandémie. Comme vous le savez, la pandémie a été très dure, très difficile pour chacun et chacune d'entre nous. Des recommandations très fortes ont été formulées des deux côtés de l'Atlantique, du côté des États-Unis, mais aussi du côté de l'Union européenne. Et ici, je voudrais mettre en lumière les recommandations qui concernent ce que nous appelons la résilience des patients.
Donc c'est une santé unique, comme on l'appelle parfois. Comment pouvons-nous promouvoir cette santé unique en prenant toutes les décisions concernant la santé et comment réduire la dépendance aux antibiotiques? Alors, voici les concepts. La résilience, une santé unique, la résistance aux antimicrobiens et comment tout cela affecte les maladies infectieuses et les pandémies. Et donc, nous allons aborder ces concepts un à un. Tout d'abord, la résistance aux antimicrobiens. C'est un problème. Et l'objectif, en fait, finalement, est de renforcer le système immunitaire. Pour pouvoir lutter contre cette résistance, il faut renforcer les défenses immunitaires des citoyens de la population. Comment y arriver? Eh bien, nous avons besoin d'une approche efficace et durable face aux soins de santé. Pourquoi? Parce que les populations en bonne santé exercent moins de pression sur les soins de santé. Les humains et les animaux résilients aux maladies infectieuses auront besoin de moins d'antibiotiques et réduiront cette résistance aux antimicrobiens. La promotion de la santé et la résilience des patients favorise une approche multisectorielle de la résistance antimicrobienne axée sur l'unité de santé et la recherche médicale sur les facteurs permet également de changer la recherche vers une médecine qui vise à promouvoir la santé. Et nous avons voulu nous pencher sur les traitements qui n'utilisent pas d'antibiotiques et nous devons également veiller à ce que les antibiotiques qui sont nécessaires soient respectueux de l'environnement. Alors nous avons un plan d'action pour une santé unique et nous pensons que c'est un facteur clé pour aborder ce type de problématique. Et les lois nationales actuelles de différents États de l'Union européenne, de la communauté européenne, garantissent la qualité et la sécurité des médicaments homéopathiques et des thérapies homéopathiques. Il y a beaucoup d'essais et d'études qui montrent l'efficacité de l'homéopathie dans le traitement des infections. Et lorsque l'on regarde les données au niveau mondial, nous voyons que l'on peut réduire considérablement l'utilisation des antibiotiques si l'on a recours au traitement homéopathique. Diapo suivante. En ce qui concerne la résilience, je dirais que la résilience... Ah, c'est la diapo précédente, s'il vous plaît. La résilience, c'est quelque chose qui nous renforce, qui nous rend plus forts. Et cette diapo a été réalisée à partir d'un document réalisé par des psychologues. Et j'espère qu'il n'y a pas de psychologues ici dans la salle, parce que finalement, avoir affaire à des psychologues, c'est encore pire que d'avoir affaire à des médecins. Et donc, voici les conclusions de cette publication. Mais je voulais simplement insister sur le fait que les événements stressants peuvent avoir une incidence sur la plupart des maladies et que les événements stressants, parfois, ne provoquent pas de maladies chez les personnes en bonne santé. Alors, ce sont des conclusions qui semblent couler de source, mais si nous avions des personnes en meilleure santé, eh bien, elles seraient mieux armées pour faire face aux maladies et aux maladies chroniques en particulier. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, quel est le rôle de la résilience? Eh bien, nous savons tous que la cause de la maladie, ce n'est pas seulement l'organisme, le virus ou la bactérie qui nous attaque. Il y a des facteurs qui compromettent la résistance de l'hôte. Il y a également le patrimoine héréditaire que nous avons qui entre en ligne de compte, notre état nutritionnel, notre état psychologique, le stress que nous connaissons dans notre vie. Et donc, c'est ce que l'on appelle la résistance de l'hôte ou la susceptibilité, comme c'est également le terme qui est utilisé également par les médecins. Et nous pensons qu'il est possible d'avoir une incidence sur ces facteurs pour faire face à ce type de maladie. Il y a beaucoup de publications qui l'ont démontré. Les événements stressants peuvent augmenter le risque face à l'exposition à une maladie. Et en cas de maladie infectieuse grave, par exemple dans le cas du VIH-Sida,
on a pu constater que les personnes qui étaient confrontées à des événements stressants avaient justement une augmentation de la charge virale, un risque plus élevé de développer une infection secondaire opportuniste et une augmentation de la mortalité liée au sida. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc ici, nous voyons le concept de l'homéopathie, mais diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, concept homéopathique de la santé et de la maladie. Donc, ce concept homéopathique de la santé et de la maladie, pardon, c'est la diapo précédente, s'il vous plaît. Donc, ce concept montre simplement que l'homéopathie est un système de médecine holistique qui a son propre paradigme. En homéopathie, la santé est considérée comme un bien-être mental, physique, émotionnel et spirituel, en cohérence avec la définition de la santé de l'OMS. L'homéopathie considère les symptômes de la maladie comme l'expression de la réponse immunologique. Et les médicaments homéopathiques, les remèdes homéopathiques imitent les symptômes du patient, renforçant ainsi l'énergie réactive de l'organisme, ce qui le rend plus résistant aux maladies. La guérison n'est obtenue que par l'élimination complète de tous les symptômes, et même, il pourrait s'avérer qu'il s'agit d'une thérapie importante qui pourrait traiter de nombreuses maladies difficiles en suivant ce concept unique de santé et de maladie de l'homéopathie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Homeopathy has shown different. Alors, l'homéopathie nous a montré ses différentes capacités. Elle aide à renforcer l'immunité. C'est en tout cas la conclusion qu'a tirée Paolo Bellavite, qui a donné quelques chiffres relatifs à l'immunologie avec les lymphocytes et les différentes cellules qui sont activées par le biais de l'homéopathie. Je vous montrerai cela plus tard. Ensuite, l'homéopathie dans la gestion des maladies infectieuses. L'homéopathie peut jouer deux rôles. Elle peut aider en combinaison avec des traitements conventionnels, ce qui est intéressant à savoir. L'homéopathie en combinaison avec les traitements conventionnels peut aider. Et puis, cela réduit également la durée des séjours en hôpital, le nombre de jours en hôpital, la réduction des coûts de la santé, la réduction dans le nombre de jours perdus, une augmentation du respect des traitements conventionnels et une réduction du poids des soins de santé sur les hôpitaux. Nous nous rendons compte également que le traitement homéopathique peut aider lorsqu'il est utilisé lorsque les antibiotiques ne sont pas indiqués. Et nous voyons ici dans le transparent suivant les différents articles qui ont été publiés qui prouvent l'efficacité du traitement homéopathique dans la lutte contre les maladies infectieuses. Il s'agit du traitement des maladies infectieuses, du traitement de différentes conditions respiratoires, maladies respiratoires, et je ne vais pas passer en revue les différents transparents. Je voulais simplement vous montrer que nous disposons d'énormément de preuves pour étayer la théorie selon laquelle l'homéopathie est efficace dans le traitement des maladies infectieuses. Ici, nous pouvons voir que l'homéopathie est fondée sur des preuves et il est prouvé que cela fonctionne dans le traitement des épidémies. Vous voyez ici que le fondateur de l'homéopathie, Samuel Hahnemann, a prescrit de la belladone pour lutter contre la scarlatine. Nous avons également d'autres utilisations de cette homéopathie. Nous pensons que ce qu'on appelle le genus epidemicus semble plus approprié lorsqu'il est fondé sur des données provenant de différents praticiens, des praticiens qui regroupent leurs données et qui nous permettent de définir ce genus epidemicus. Et puis, nous avons d'autres recherches qui sont nécessaires de manière à augmenter l'intérêt que l'on portera aux traitements homéopathiques dans le cadre de la lutte contre les épidémies. Ici, à nouveau,
pour le Covid, différents articles ont été publiés. Des articles sur des personnes qui ont été confinées, des personnes qui ont été hospitalisées après avoir été contaminées par le Covid, les personnes dont le Covid est traité par des médecins privés. Enfin, nous avons différents scénarios possibles qui sont traités dans ces documents et nous voyons l'expérience qui a été engrangée dans le cadre de la pandémie de Covid avec ici les symptômes post-Covid. Vous voyez qu'il y a encore des retards en matière d'information liées au Covid long. Nous, pour le moment, nous comparons cela avec les données dont nous disposons pour le syndrome de fatigue chronique. Ce que ce transparent vous montre, ce que le Covid long n'est pas encore clairement défini, qu'on ne sait pas exactement comment le définir. Il y a des symptômes post-Covid qui sont persistants. On peut rattraper le Covid après avoir eu un Covid sérieux. Et vous voyez qu'il y a là toute une série de symptômes qui devraient faire l'objet davantage d'informations. Nous avons des personnes qui sont encore hospitalisées avec des symptômes Covid, d'autres qui sont en soins ambulatoires malgré le fait qu'ils aient des symptômes post-Covid. Donc, nous avons besoin de plus d'informations. Et en synthèse, je dirais que la résilience du patient a un impact important sur la susceptibilité aux maladies infectieuses, le soutien d'une santé pour tous et les efforts visant à mitiger les éléments moteurs sont des facteurs clés. L'homéopathie peut aider à traiter la résistance antimicrobienne et soutenir la politique Une santé pour tous. Et en règle générale, j'aime présenter quelques messages de conclusion. Une meilleure santé est synonyme d'une population résiliente. Nous devrions investir dans l'éducation et la recherche avec toutes les options dont nous disposons pour le moment. Nous sommes ici pour vous aider. Nous devons également aider les patients à s'autonomiser, ce qui veut dire qu'il faut investir dans la santé. C'est absolument nécessaire. Et je voudrais transmettre un message particulier aux europarlementaires qui sont ici. Faites-nous confiance, nous ne vous décevrons pas. Merci beaucoup, j'en ai terminé de ma présentation. Je suis arrivée au terme de cet exposé. Merci de votre écoute. Là aussi, je pense qu'il y aura des questions parce que vous voyez, quand des pays comme la France ne veulent plus rembourser l'homéopathie, vous voyez bien qu'il y a du boulot, hein, et pas seulement chez les patients, parce que les patients ont été très favorables, hein, mais c'est le corps médical, mon cher ami. Le corps médical. Donc, il y a une révolution à faire dans beaucoup de têtes. Alors, je m'adresse à nos services techniques. Est-ce que je peux donner la parole interlocuteur et expert, Geta Kopala-Krishna, qui est docteur en médecine, titulaire d'une licence en médecine et chirurgie ayurvédique. Et il va nous parler justement de la contribution de la médecine traditionnelle et complémentaire à la résilience du système de santé pendant le Covid, selon la perspective de l'OMS. L'OMS, là. Voilà. Et donc, je vais vous céder la parole. À vous. Merci d'être là, en tout cas. Chers membres du Parlement européen, je suis très heureux d'être ici pour suivre cette discussion et je voudrais plus particulièrement remercier l'Eurocam de m'avoir invité à prendre la parole sur un sujet de toute première importance. Et je voudrais demander aux collègues avant moi qui nous ont parlé des avantages de l'utilisation de la médecine ou des interventions de médecine complémentaire et intégrative.
quelle est l'influence sur la résilience individuelle? Et je voudrais personnellement vous présenter l'idée selon laquelle on pourrait utiliser ces médecines traditionnelles pour améliorer les conditions de santé de la population, ce qui est important parce que la résilience de la santé, la résilience permet à la population de résister à des virus et permet également aux populations de se rétablir plus facilement ou plus rapidement en fonction des différentes conditions. Et je voudrais commencer par vous préciser que ma présentation ne relaye pas les informations, les données officielles de l'OMS. Il s'agit d'observations personnelles que j'ai tirées d'une observation de ce que font les différents États membres en termes d'identification et de réponse à la pandémie COVID au cours des 2 dernières années. J'aimerais passer au transparent suivant. Nous avons ici les médecines traditionnelles et complémentaires qui ont soutenu les États membres, qui les ont aidés à maintenir la résilience des systèmes de soins de santé pendant la pandémie COVID-19. C'est un élément qui est apparu très clairement. Les États membres qui disposaient de cadres de mise en œuvre et de politique en matière de politique de médecine traditionnelle et complémentaire ont pu intervenir plus rapidement. Et lorsque les cadres n'existent pas, souvent ces pratiques ne sont pas mises en œuvre de la manière la plus correcte. Il y a une certaine ouverture parmi les politiciens qui sont prêts à examiner toutes les options possibles et utiliser toutes les ressources pour lutter contre la pandémie. Bien évidemment, les gouvernements étaient au premier plan des décisions qui devaient être prises. Et à partir du moment où les populations étaient ouvertes à ce type de pratiques, très souvent, il était plus facile de mettre cela en œuvre dans ces communautés. Et puis, il y avait également une stratégie clairement définie, assez souple, qui permettait d'entreprendre de la recherche exploratoire et de réunir des preuves sur les résultats positifs sur les systèmes de soins de santé dans le cadre d'un mécanisme de supervision robuste et d'un cadre de pharmacovigilance. Il est toujours important de prendre une certaine distance pour pouvoir tirer des conclusions et l'on peut alors proposer aux populations des méthodes opportunes. Il fallait donc que nous nous assurions que ces mécanismes de supervision et de pharmacovigilance sont disponibles, que celui que nous avons connu, à savoir un cadre de pandémie. Ici, je voudrais vous donner l'exemple d'une étude de cas qui nous vient de l'Inde. Et dans le cadre de l'OMS, j'ai également aidé le gouvernement indien pendant la pandémie. J'ai pu travailler avec ce gouvernement et j'ai donc un aperçu un peu plus poussé de ce qui a pu être fait dans ce pays. Je voudrais vous parler de l'Ayush qui désigne l'Ayurveda, le yoga, la naturopathie, la thérapie Unani, Siddha et l'homéopathie. Ce sont des pratiques traditionnelles en Inde. Alors, nous avons un ministère en charge de l'Ayush qui est un ministère indépendant, responsable de la mise en œuvre des politiques, de la planification et du budget dans le cadre des systèmes de soins de santé Ayush. En Inde, pendant le COVID, l'Ayush a joué un rôle important dans l'allègement du poids qu'a fait peser la maladie sur le système de façon générale. Alors, nous avons eu plusieurs interventions de prophylaxie Ayush. Et lorsque je parle d'Ayush, je fais référence aux différentes pratiques médicales dont je vous ai parlé auparavant. Ces thérapies ont également permis de réduire le nombre d'infections. Nous pensons et nous avons le sentiment que, effectivement, selon les études qui ont été publiées par le ministère de l'Ayush, ces thérapies ont une influence sur la situation. Alors, la thérapeutique Ayush était disponible et a permis de réduire le degré de sévérité de l'infection. Et par ailleurs, ces thérapies ont permis d'aider les systèmes de soins de santé en apportant de nouvelles ressources
ressources, que ce soit en termes de personnel, d'infrastructures et de finances. Et nous avons bénéficié d'un soutien croissant en matière de ressources et de soutien aux services de soins de santé qui n'étaient pas liés au Covid. L'AUCH a donc joué un rôle fondamental dans la mise en œuvre de thérapies permettant de lutter contre la Covid. Alors, nous avons un personnel de 832 000 personnes travaillant dans les services de soins de santé avec les thérapies AUCH. Nous avons également eu un groupe représentant 4 secrétaires de ministères, y compris le ministère de la Santé, le ministère des Sciences et de la Technologie, le ministère des Compétences et le ministère AUCH, qui ont travaillé sur la situation et ont combiné leurs compétences. Nous avons bénéficié de la formation par 33 000 maîtres formateurs en AUCH pour du personnel de soins de santé. 66 045 personnes ont été formées grâce à une formation en ligne en AUCH. Nous avons enregistré 106 048 personnes en formation aux thérapies AUCH qui ont été formées par les États et les différents territoires. Transparent suivant. Il existe une série de lignes directives AUCH publiées par les ministères compétents par rapport au Covid. Vous voyez qu'il y a là des manuels sur les méthodes d'essai, des interventions ayurvédiques, la communication avec les personnes, des lignes directrices pour le développement de médicaments ou de traitements ayurvédiques et de formulations ayurvédiques. Et pendant la deuxième phase, la deuxième vague de Covid, nous avons été bien évidemment confrontés au confinement à domicile et des protocoles ont été définis pour tenter d'atténuer les risques psychosomatiques liés au confinement et au fait que les personnes étaient isolées à domicile. Et nous avons défini des protocoles pour gérer les maladies, les troubles psychologiques. Nous avons recouru pour ce faire à des pratiques telles que le yoga, par exemple, ou les thérapies ayurvédiques. En fait, il s'agissait de communiquer ou d'informer les personnes par différents canaux, dont une éducation en ligne, de leur montrer comment pratiquer le yoga et développer certaines activités chez elles pour lutter contre les différents troubles somatiques et psychologiques. Et nous avons ici un impact de cette communication sur le nombre de personnes ayant recouru à cette technique. Vous voyez ici l'impact ou le nombre de personnes qui ont utilisé l'AUCH par le biais d'une application Internet sur téléphone mobile. Vous voyez que nous avons eu un feedback assez considérable de la part des populations. Nous avons environ 14 millions de personnes qui, par le biais de leurs médecins, ont utilisé l'application, se sont enregistrés, ont répondu aux questions posées par le ministère et ont dit effectivement avoir utilisé les techniques AUCH. Cela a permis d'obtenir des rétroactions, de savoir combien de médecins avaient recours aux thérapies AUCH et le nombre de patients qui ont suivi les conseils qui avaient été émis par le ministère AUCH. Alors, vous voyez que l'Ayurveda, la médecine Ayurveda a été utilisée par un nombre maximum de personnes dans le pays. Nous en avons d'autres, comme vous pouvez le voir par la suite. Et selon l'État concerné, Gujarat étant le premier à utiliser l'Ayurveda, nous avons d'autres États tels que le Madhya Pradesh, Tamil Nadu et autres. Et vous voyez ici les différents chiffres que je ne parviens pas à lire d'où depuis mon siège. Nous avons plus d'1 million de personnes pour le Gujarat et si l'on peut passer au transparent suivant et encore un.
Nous voyons ici que plusieurs études et plusieurs travaux de recherche ont été lancés par le ministère sur l'utilisation de thérapies Ayush dans le cadre du Covid-19. Nous avons eu des études prophylactiques. Elles sont au nombre de 46, 49 études sur le traitement du Covid. Nous avons également d'autres types de traitements et d'études qui ont été menées par le ministère et dont je vous fais rapport ici. Après une longue étude des thérapies utilisées pour le traitement de la malaria, nous nous sommes rendus compte que ces médicaments qui ont été réaffectés au traitement de la COVID-19 étaient efficaces et a donc fait l'objet d'un protocole national qui a été défini à la fin de l'année 2020, pardon. Et c'est un protocole qui a été bien reçu par les populations. Le ministère de l'Ayush a annoncé une campagne de distribution nationale de ce médicament. Ce médicament a été distribué gratuitement à toute une série de catégories de personnes. Nous avons également travaillé en collaboration avec des instances ou des acteurs qui ne travaillaient pas en hôpital, des organisations non gouvernementales pour assurer la distribution de ce type de traitement. Et ensuite, nous avons également travaillé sur l'accessibilité et la disponibilité des médicaments de manière à ce que les licences de production ou les coûts ou les droits qui devaient être payés pour la production de certains traitements étaient levés de manière à ce que ces médicaments puissent être distribués à des prix bien moindres et soient donc de ce fait plus accessibles. Alors, pendant cette période, le ministère a également exercé une surveillance visant à s'assurer que des allégations n'étaient pas faites de façon erronée par rapport à certains produits. Et le ministère a donc procédé à un contrôle strict de manière à s'assurer que seuls les médicaments passant par les procédures officielles d'homologation pouvaient être distribués aux patients. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons permis aux patients de bénéficier d'une assistance téléphonique par le biais d'une série de call centers et autres services téléphoniques. Alors, il va sans dire que la recherche joue un rôle prépondérant dans la compilation des connaissances et des ressources qui permettent de soutenir les politiques. Les résultats de la recherche sur l'intervention des médecines traditionnelles doit être pris en considération de manière à pouvoir soutenir des politiques fortes. Et puis, nous disposons d'informations en provenance de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, du Pakistan, de Madagascar, du Cameroun, qui nous montrent que l'on peut trouver des preuves d'efficacité et créer un processus de traduction qui nous permettra de réagir face aux vagues de Covid suivantes ou autres pandémies. La Chine, a un avantage certain dans la mesure où elle a efficacement géré l'épidémie de SARS en 2003 et a donc pu réutiliser ce modèle pour réagir à la pandémie de Covid. Dès le début, la Chine était donc dotée d'une politique de gestion de cette pandémie, a donc répondu de façon excellente et les mesures qui ont été prises dans les différentes régions ont accordé une importance considérable aux médecines traditionnelles et complémentaires. Nous avons bien évidemment des médecines traditionnelles qui ont été associées à des traitements conventionnels pour traiter des personnes souffrant d'un Covid sévère. Et nous avons pu rassembler des preuves de l'efficacité de ce type de traitement ou de protocole. Et l'OMS, pour sa part, a également utilisé avec grande efficacité les médecines traditionnelles. Un médecin africain
s'assure pour le moment que les recherches sont menées de la manière la plus correcte et que de nombreuses recherches sont menées de manière à pouvoir réunir davantage de preuves. Et en mai 2020, des recherches ont été menées par le directeur régional de l'OMS région Asie et des ressources ont été mises à disposition de manière à ce que la réponse puisse être opportune. Alors nous pouvons également parler de la région africaine ici. En mai 2020, le président de Madagascar a informé le monde qu'un traitement phytothérapie pouvait être utilisé avec efficacité pour lutter contre le SARS-CoV-2. Un protocole de phytothérapie a été développé avec le soutien de l'OMS et de tous les pays africains. Ensuite, différentes études ont été lancées qui sont encore en cours et une étude est en cours à l'heure où je vous parle. Et si l'on considère les données disponibles, bien plusieurs pays utilisent ces traitements médicaux et au Cameroun, le ministère de la Santé a approuvé 2 protocoles de gestion de la COVID. Et puis dans la région africaine, il est intéressant de noter que les systèmes de soins de santé recourent à des praticiens en médecine traditionnelle pour sensibiliser aux questions de la gestion de la COVID en tant que maladie et sensibiliser aux mesures qui doivent être prises. Et ces praticiens sont assistés par des organisations internationales de manière à tenter de contenir la propagation du virus. Nous avons donc également des informations disponibles pour la région africaine. Alors, comme je vous l'ai dit, dans la région CRO, il est intéressant de signaler que la population recourt aux traitements médicinaux traditionnels. L'OMS a également lancé une étude nationale en Inde pour déterminer quels sont les obstacles et les mesures incitatives qui permettent d'utiliser les médecines traditionnelles dans la lutte contre la COVID-19 et la prévention des contaminations. Alors, nous disposons d'une mine d'informations sur ces différentes questions, 3 bases de données que je voudrais porter à votre connaissance. D'abord, la base de données de recherche COVID-19 qui regroupe 6542 publications sur la médecine traditionnelle. C'est une base de données de toute première importance. Nous avons également une cartographie des preuves avec une contribution des médecines traditionnelles complémentaires et intégratives dans la lutte contre la COVID-19 et une 3e base de données sur les produits naturels et la phytothérapie. L'OMS prête donc une attention considérable aux expériences et aux preuves en vertu desquelles les produits médicinaux traditionnels et complémentaires, la pratique, les praticiens sont efficaces dans la réponse à la pandémie de COVID. Il est essentiel d'utiliser toutes les ressources disponibles pour lutter contre la pandémie. Nous devons également faire reposer nos mesures sur des données scientifiques saines et veiller à la promotion de la santé par le biais de l'OMS. J'avoue qu'elle m'a assez surprise, votre intervention. Parce que, franchement, en Inde, alors, on a 2 types d'informations, alors on n'est pas nés sur la même planète. En Inde, on avait des images terribles, torrides, du nombre de morts au niveau de la pandémie. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, on voyait tous ces cercueils qui brûlaient. Enfin. Et puis vous, de l'autre côté, vous nous dites, mais en fait, les gens, ils utilisaient la méthode Ayush et ça se passait très bien.
en Afrique, vous me dites, et je suis d'accord avec vous là-dessus, c'est pas une critique de ce que vous dites, mais il y a vraiment deux mondes. Hein. Donc, je voudrais qu'après, dans les questions, on sache qui dit quoi et pourquoi il y a de tels propos qui sont tenus. Vous voyez, parce qu'il y a quand même un peu une manipulation de l'information. Je vois qu'il y a notre médecin Christian Ted qui est online. Donc, Monsieur Ted, vous êtes donc médecin généraliste spécialisé en acupuncture et en médecine chinoise. Et vous allez me parler du traitement par les plantes médicinales chinoises dans les cas d'infection par le Covid et les différentes stratégies. À vous la parole. 10 minutes, hein, pas plus, parce qu'il y a quand même plein de questions. À vous, monsieur. Thank you. I'm talking about the role of Chinese medicine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler du rôle de la médecine traditionnelle chinoise. Au début de la pandémie, notamment en Chine, je vous parlerai du rôle de la phytothérapie chinoise. Et je voudrais également vous présenter quelques arguments au sujet de l'utilisation de la phytothérapie chinoise pour faire face au syndrome du Covid long. Comme vous l'avez déjà entendu, lors de la pandémie initiale en Chine, le gouvernement chinois a publié des lignes directrices pour contrôler la maladie causée par le coronavirus. Et plusieurs aspects de prévention, de traitement et de médecine conventionnelle ont été évoqués, mais aussi des éléments liés à la médecine traditionnelle chinoise, tant sur le plan de la prévention que du traitement. Et plusieurs prescriptions médicales ou plusieurs articles avaient été publiés dans le cadre de ces lignes directrices pour les industriels, indiquant les différentes étapes des essais cliniques, couvrant les symptômes légers, les symptômes plus graves. Et ces prescriptions à base de plantes ont été recommandées en fonction des stades cliniques de la maladie chez les différents patients. Et je dirais que nous avions également mis le doigt sur une formule unique pour tous, le Xingfei Pai Du Tang. En fait, on pourrait traduire cette formule en disant que c'est une formule pour nettoyer les poumons et éliminer les toxines. Et c'est une prescription qui a été utilisée dans le cadre de plusieurs essais cliniques par la suite. Alors, nous avons mis l'accent sur ces essais cliniques qui ont été réalisés. Et ces essais cliniques ont pu mettre en lumière les avantages de la médecine traditionnelle chinoise et de la phytothérapie chinoise comparée à la médecine conventionnelle. Différentes prescriptions ont été appliquées en fonction des symptômes et de la gravité de la maladie. Les critères étaient la progression ou l'absence de progression de la maladie vers un Covid-19 sévère, la réduction du développement d'autres complications, le soulagement ou le raccourcissement des symptômes de la maladie. Certains essais cliniques se sont également penchés sur la réduction du taux de mortalité et sur la sécurité au moment d'administrer cette phytothérapie chinoise. Les résultats ont été publiés dans différentes publications. Et jusqu'à la fin de l'année 2021, nous avons pu enregistrer 15 publications d'essais cliniques randomisés réunissant des éléments de preuve très intéressants. Nous avons également identifié 15 études de cohortes rétrospectives et nombreux rapports de cas, bien entendu. En résumé, je dirais que les résultats montrent
que les essais cliniques randomisés permettent de réduire le taux de progression vers un état grave de Covid-19. Cela a permis également d'accélérer la récupération ou le rétablissement suite aux symptômes, une amélioration de la fonction pulmonaire post-infectieuse, et cela a permis également de réduire le taux de mortalité au niveau des cohortes. Alors, nous avons également des méta-analyses et des revues qui se sont penchées sur ces essais. Alors, que pouvons-nous faire grâce à la phytothérapie chinoise pour gérer le Covid-19 et le Covid long, puisque nous savons que cette médecine traditionnelle chinoise est efficace? Eh bien, nous avons beaucoup de patients qui souffraient de symptômes respiratoires persistants, de symptômes neurologiques, de symptômes psycho-émotionnels, de symptômes cardiovasculaires et même de symptômes ressemblant au syndrome de fatigue chronique. Et selon les publications, ces symptômes étaient présents dans 10 à 20% des cas. Alors, il est vrai que les mécanismes de la maladie restent peu clairs. Nous n'avons pas encore beaucoup d'options du côté de la médecine conventionnelle. Nous voyons également que les vaccinations ne permettent pas totalement d'éviter le syndrome post-Covid. Et nous voyons également un déplacement des symptômes après des infections par différents variants du SARS-CoV-2. Il semble également qu'il y ait des similitudes avec, entre le Covid long et les infections du Covid long, avec des infections à long terme comme le virus d'Epstein-Barr, un virus connu depuis de nombreuses années, et donc il est possible peut-être d'identifier des interactions ou des associations. Alors, que peut faire la médecine chinoise? La médecine chinoise peut traiter les maladies chroniques. La médecine chinoise pourra également apporter une valeur ajoutée au niveau du traitement individuel en fonction des différents symptômes et en fonction des symptômes ressentis lors de ce Covid long. L'efficacité de la médecine chinoise est visible indépendamment du mécanisme biologique de la maladie, qui reste peu connu aujourd'hui. Et l'efficacité de la médecine chinoise n'est pas affectée par les différents variants du coronavirus. Nous avons pu le constater en examinant les réactions face aux différents variants du virus. Alors, de nombreux éléments de preuve, de nombreux rapports sont disponibles au sujet des symptômes respiratoires, au sujet des symptômes neurologiques et des symptômes semblables au syndrome de fatigue chronique. Aujourd'hui, nous avons plus de 30 protocoles d'essais cliniques enregistrés, mais aucun n'a encore été publié, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Nous avons besoin de recherche financée par le public, des approches individualisées de la médecine chinoise pour bien montrer ce que peut offrir la médecine chinoise. Parce qu'elle peut vraiment avoir un effet sur le style de vie, sur l'état de santé. Et cette approche individualisée présente vraiment de grands avantages. Et cette approche individualisée de la médecine chinoise devrait être prise en compte. Donc voilà pour mon exposé. Je voudrais vous remercier de votre attention. Beaucoup de cette intervention. Alors, je vais assez vite parce que comme on a pris une demi-heure de retard, pour voir si Madame Langevin est online. Il me semblait l'avoir vue.
Alors, Madame Langeveux, je la présente. Elle est directrice du Centre national pour la santé complémentaire et intégrative des Instituts nationaux de la santé à Bethesda, Maryland, aux États-Unis, où maintenant c'est le matin. Hein. Donc, bienvenue à vous. Merci d'être en ligne avec nous et on va vous écouter sur, par rapport au sujet qu'on est en train d'aborder. Ce Covid et la médecine intégrative et complémentaire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Well, hello, can you hear me? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait, merci beaucoup. Je vais tenter de partager mon écran pour que vous puissiez voir mes transparents. Okay, can you see this? Bien, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mes diapos? Oui, parfait, merci. Eh bien, c'est un grand plaisir pour moi de vous parler de la façon dont le Centre national pour la santé et la médecine complémentaire et intégrative collabore avec d'autres instituts de santé sur un programme de recherche qui vise à renforcer la résilience et réduire le risque de COVID-19 sévère ou du Covid long. Alors, lorsque l'on regarde le paysage qui concerne la maladie du Covid, en commençant par l'étape la plus aiguë, nous voyons différentes composantes. Nous avons l'infection virale, nous avons également une composante inflammatoire, une composante vasculaire et enfin une composante de stress aigu, surtout pour les patients qui sont hospitalisés et qui sont gravement malades. Alors, nous ne savons pas quelles sont les composantes qui sont liées au développement des symptômes que nous pouvons observer dans les patients qui souffrent du Covid long, le brouillard cérébral, la fatigue, les dysfonctionnements endocriniens, etc. Mais il y a une autre considération très importante, les effets aigus de ces infections se retrouvent dans le contexte d'une pandémie extraordinaire qui a vraiment eu des conséquences énormes avec un isolement social, une instabilité économique de par le monde, un nombre de décès important et il faut rappeler que le stress n'est pas quelque chose de psychologique uniquement, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir une incidence sur toutes les composantes de votre corps. Alors voici un exemple d'étude réalisée sur des lapins exposés à des niveaux de stress chronique pendant 4 mois. Nous avons étudié la présentation de marqueurs de stress et nous avons vu que dans le cerveau, il y avait vraiment des marqueurs clairs de ce stress chronique dans les différentes zones du cerveau, au niveau de l'amygdale, de l'hippocampe. Et des travaux publiés cette année montrent également des anomalies du cerveau lors d'un scan réalisé avant et après l'infection du Covid. Nous avons vu des inflammations au niveau de différentes régions du cerveau et certains estiment que ces changements sont liés à la perte de l'odorat, par exemple, rencontrée par de nombreux patients pendant la maladie et après l'infection. Et les zones du cerveau sont également touchées par le stress chronique. Et donc, on pourrait avoir une combinaison de l'infection du Covid et du stress qui a été ressenti et qui est visible dans les parties les plus vulnérables du cerveau. Donc, ce stress chronique doit être considéré dans le cadre de la lutte contre le Covid long. Il faut vraiment se pencher sur les effets psychologiques, mais aussi les effets physiologiques sur le cerveau et sur l'ensemble du corps. Ensuite, nous devons également nous pencher sur la gestion du stress. C'est quelque chose que nous pouvons faire et c'est quelque chose qui pourrait vraiment faire la différence pour aider les patients à se rétablir et pour retrouver toutes leurs fonctions physiologiques. Et cela permettrait peut-être même de lutter et de prévenir contre l'apparition du Covid long.
Et donc, où trouver des preuves concernant l'efficacité de la gestion du stress? Eh bien, c'est si l'on se tourne vers le syndrome de fatigue chronique qui partage de nombreux symptômes avec le Covid long. En 2015, une revue systématique s'est penchée sur le syndrome de fatigue chronique en identifiant l'efficacité de différentes méthodes, notamment l'exercice physique, mais nous nous sommes penchés sur différentes composantes, comme par exemple des stratégies de gestion du sommeil, une gestion de l'activité, une activation physique et une participation de la famille des patients également. Cette étude s'est basée sur des observations et donc il sera important de réaliser des essais randomisés, mais la plupart de ces patients ont pu reprendre leur travail et les résultats ont été très encourageants. Et le Covid long présente également différents facteurs comme ce syndrome de fatigue chronique et donc il est important d'adopter des approches pluridisciplinaires et ce dès le départ. Il faut accorder une attention toute particulière à l'activité physique et à la qualité du sommeil. Il y a un autre élément qui vient nous montrer qu'il est important d'avoir un système multiple, notamment une étude qui penche sur l'utilisation du tai chi pour lutter contre la maladie du golfe. Le tai chi est une intervention complexe, composée de mouvements lents et complexes. Il y a différents éléments physiologiques, physiques, et l'utilisation du tai chi auprès des vétérans a montré l'efficacité pour lutter contre la fatigue, pour améliorer la qualité du sommeil, pour réduire la douleur. Et ceci pourrait justement être pris en considération parce que si vous avez une meilleure qualité de sommeil, cela peut réduire votre état de fatigue. Si vous faites de l'activité physique, vous aurez un meilleur sommeil. Et donc, je pense qu'il est essentiel de se pencher sur le rôle des interventions non pharmacologiques pour lutter contre l'infection. Ce serait très important pour la prévention de la COVID-19 et du Covid long. Et nous avons des éléments qui prouvent que la pleine conscience peut également être une méthode très intéressante pour lutter contre ces symptômes. Et cette méta-analyse a également montré que le yoga peut apporter une valeur ajoutée pour gérer les troubles du sommeil notamment. Et nous avons également toute une série de petits projets qui se sont penchés sur des interventions non pharmacologiques pour lutter contre le stress et le COVID-19. Cependant, il serait important de se pencher sur cette question et c'est quelque chose qui sera fait dans le cadre de l'initiative Recover des instituts de santé. L'objectif est de se pencher sur la guérison des séquelles post-aiguës de l'infection par le SRAS-CoV-2. Et l'objectif de cette initiative Recover, c'est de pouvoir comprendre et ensuite prédire, prévenir et récupérer ou se rétablir de ces symptômes. Bien entendu, ce ne sera pas facile. Il faudra tenir compte des enseignements tirés d'autres luttes contre d'autres syndromes comme le syndrome de la fatigue chronique. Il sera important de bien comprendre comment se rétablir. Il faudra se pencher sur les différentes méthodes. Il faudra comprendre également pourquoi les personnes développent ces symptômes et élaborer des interventions pour pouvoir guérir et se rétablir. Bien entendu, nous utiliserons les contributions des patients, des communautés. Nous pourrons réaliser des protocoles et harmoniser les méthodologies, veiller à adopter des approches adaptatives basée sur la science et cette initiative Recover permettra de faire participer 40 000 patients. Des études seront réalisées au niveau des systèmes de santé. Nous nous pencherons sur les dossiers de plus de 60 millions de personnes. Il y aura des études pathobiologiques, des essais cliniques et comme vous le voyez, ces essais cliniques porteront sur des indications comportementales, notamment sur la gestion du stress, la thérapie cognitivo-comportementale
et nous essaierons de suivre l'évolution de la maladie. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas pu faire avec le syndrome COV4. Donc, nous allons travailler avec une cohorte composée de personnes qui ont développé cette infection sévère. Nous suivrons leur évolution et nous suivrons un groupe également, un groupe de patients post-infection, des patients qui présentent des symptômes du Covid long. Et c'est très important parce que visiblement, la sévérité de cette maladie est influencée par d'autres facteurs, comme cela a déjà été dit par les intervenants précédents. Et par conséquent, nous pensons que le modèle d'une santé holistique est un cadre très important pour justement faire face au Covid aigu et au Covid long. Nous savons qu'un mauvais régime alimentaire, qu'un mode de vie sédentaire et qu'un stress psychologique chronique a un impact négatif sur la santé et que cela fragilise face à des maladies telles que le diabète, mais aussi le Covid. Parallèlement à cela, des interventions telles que les soins personnels, les interventions multiples sur la nutrition, sur l'activité physique sont essentielles. Donc, il faut faire attention à l'ensemble de l'état de santé de la personne pour pouvoir se rétablir suite à une infection aiguë au Covid et le Covid long. Et nous voulons vraiment mettre l'accent sur la gestion du stress parce que le stress a un rôle important à jouer. Et donc, nous pensons qu'il est important d'autonomiser les personnes pour qu'elles puissent améliorer leur santé dans différents domaines, dans le domaine social, environnemental, comportemental. Il faut comprendre la façon dont fonctionne l'ensemble de la santé. Ce sera essentiel pour naviguer dans cette pandémie et pour être préparé aux prochains défis que nous devrons relever. Je vous remercie. Merci, Madame Langevin. Alors, avant d'attaquer les questions, je vais passer la parole à mes collègues. Alors, Manuel Aripa, qui était tout à l'heure là, elle a dû partir parce qu'on est un peu en retard. Mais je vais passer la parole à Tilly Metz, qui est ma collègue avec qui on travaille beaucoup sur la santé, qui a à la fois tes réactions et puis si tu as des questions posées. Vas-y. Merci beaucoup, Michel, and thank you very much for all the Et je voudrais remercier tous les intervenants. Merci de ces exposés qui étaient très intéressants. J'ai pris énormément de notes, comme d'habitude, en fait. C'est vrai que c'est toujours très intéressant. Mais voilà, Manuela m'a donné 2 questions. Je voudrais vous les poser. Puis j'ai également une question à poser à titre personnel. Alors, je vais commencer par les questions de Manuela. Alors, nous savons que la reconnaissance de cette médecine intégrative et complémentaire peut varier d'un État membre à un autre, d'un pays à un autre. Et donc, ne pensez-vous pas que c'est le principal problème auquel nous sommes confrontés? Donc, pour obtenir cette reconnaissance officielle de cette médecine complémentaire intégrative traditionnelle, et surtout en faisant référence à la possibilité pour les patients d'être remboursés pour ce type de soins. Parce que je vous ai écouté avec attention et parfois j'avais l'impression que parfois les patients ne peuvent pas se permettre d'avoir accès à ce type de remède. Vous nous avez parlé de médecine alternative très intéressante, mais que faire si ce n'est pas remboursé? Et à votre avis, quels sont les principaux obstacles avant de pouvoir obtenir cette reconnaissance officielle et avant de pouvoir débloquer le remboursement de tels traitements? Donc voilà, ça c'était une première question que voulait vous poser Manuela et c'est une question que je voulais également vous poser. Ensuite, j'ai une deuxième question mentionnée par Manuela. Je pense que c'est une très bonne question. Elle était un petit peu surprise et je dois dire que j'étais surprise également de voir la réaction que nous avons eue sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux avec des personnes qui nous disaient qu'on critiquait la médecine conventionnelle, qu'on n'était pas sérieux, etc. Mais je pense que
Si j'ai bien compris, à mes yeux, le message n'est pas de dire que cette médecine va remplacer la médecine conventionnelle. C'est une médecine complémentaire. Mais comment expliquer ce phénomène? Il y a beaucoup de personnes qui se sentent attaquées, critiquées. Et voilà, ça c'est une question qui avait également été soulevée par Manuela Ripa. Et je pense que c'est une excellente question. Ensuite, je voudrais poser une autre question, si vous êtes d'accord. C'est une question que je voulais vous poser personnellement. Parce qu'en règle générale, on parle beaucoup de l'amélioration, de la qualité de vie, du mode de vie. Mais pensez-vous que tout ce que vous nous avez présenté aujourd'hui ne concerne pas seulement le Covid long, mais que cela concerne également notre santé au quotidien? On a parlé de stress psychologique, on a parlé du régime alimentaire, de l'alimentation. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous nous concentrons sur le Covid long, mais ne pensez-vous pas que toutes ces mesures seraient également les bienvenues pour faire face à toute autre maladie? Donc voilà, 3 questions en une. J'en ai d'autres, mais je vais en rester là parce que je voudrais également donner la possibilité à d'autres personnes de poser la question, que ce soit ici ou en ligne. Mais donc, je voudrais en tout cas vous remercier de ces exposés très intéressants. Oui, mais c'est bien, tu as attaqué le gros morceau. Avant de passer la parole au docteur Tony Nicolai, que je remercie d'avoir organisé ce webinaire, moi j'avoue que cette crise du Covid m'a beaucoup perturbée. Parce qu'on a mis le paquet sur la médecine conventionnelle en disant les vaccins vont tout résoudre. Ça va être super et merci aux laboratoires pharmaceutiques d'avoir trouvé des vaccins. Tatati, tatata. Bon, on a mis des milliards. On a enrichi des directeurs de laboratoires de façon éhontée. Mais bon. Mais on voit que, il y a des gens qui font du Covid long. On voit qu'il y a eu des variants où certains vaccins, ça marche plus. Que vous soyez vacciné ou pas vacciné au micro, vous pouvez être touché, puis 2 fois, 3 fois. Et d'où l'intérêt, quoi qu'on pense de la médecine intégrative et complémentaire, vous parliez de la prévention, du renforcement des systèmes immunitaires. Et quand on parlait du zinc, quand on parlait de la vitamine D, quand on parlait des plantes, la phytothérapie, l'homéopathie, on n'en parlait pas d'un point de vue médiatique. La seule solution monomaniaque, monolithique, et vous savez qu'en tant qu'écolo, on n'aime pas les monocultures, c'était de diversifier, de dire renforçons votre corps, renforçons le système immunitaire, faisons en sorte à ce que vous ayez une résilience plus forte. Et puis après, vous pouvez prendre le Covid. Hein, c'est vrai que c'est bizarre, ce virus. Enfin, on peut prendre... Et puis après, il y a le Covid long. Vous voyez, c'est quand même autre chose où, quand je parlais tout à l'heure du virus diabolique, c'est que c'est quand même curieux, ce Covid, qui peut attaquer le système nerveux, qui attaque le cœur, qui attaque des choses, parce que cette protéine spike, en fait, elle est assez toxique. Et elle peut se balader. Est-ce que ça rentre dans l'ADN, pas l'ADN? Enfin, il y a eu quand même plein de polémiques. Ce qui me surprend, enfin, je suis toujours très cash, hein, moi. Ce qui me surprend, c'est quand je vois en Inde ce qui s'est passé, quand je vois sur le plan mondial, je trouve que vous êtes gentil. Vous êtes même un peu en retrait, parce que vous pourriez insister sur le fait qu'il faut renforcer l'immunité de notre corps, qu'on a une vie de consommation qui tire sur l'obésité, l'inertie. Vous voyez, quand vous parliez d'exercice, alors du Qigong, du Tai Chi, etc. Je comprends, mais je trouve qu'on n'a pas assez entendu votre voix. Voilà. Et qu'il fallait aider les gens en disant, OK, le vaccin, parce que moi, je ne suis pas du tout anti-vax, OK, le vaccin, mais il faut renforcer votre corps. Vous avez un corps fragilisé. Et c'est pour ça que je vous interpellais sur l'Inde, parce qu'on a vu des images terribles. Alors, c'est parce que les hindouistes brûlent, enfin bon, il n'y avait plus de bois, enfin, on voyait. Et je trouve qu'on a été beaucoup manipulés par les médias, et que cette voix dont vous parlez maintenant, vous parlez de l'OMS, enfin, l'OMS, on ne l'a pas entendu tellement en disant prenez de la vitamine D, prenez du zinc, prenez des plantes. Vous voyez, vous étiez en retrait, quoi.
Donc ici, c'est bien qu'on vous donne la parole. Mais il faut la prendre, quoi. Et il faut des fois pas hésiter à critiquer le système parce qu'on a été... enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Vraiment, on était sur une autoroute. Vous voyez, on n'avait même pas le choix de penser, quoi. Et si jamais on pensait, alors, oh, vous étiez traité de tous les noms. Hein, c'était difficile. Je trouvais que c'était un moment pour l'humanité qui a été très difficile. Et que moi qui suis pour le débat démocratique, pour, vous voyez, la controverse qui nous fait évoluer tous, eh bien, je trouve qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de controverse. C'était, vous êtes pour ou contre le vaccin, point barre. Mais vous voyez, toute la richesse de la médecine, parce que il y a médecine conventionnelle, mais il y a médecine traditionnelle, il y a tout ce que vous dites là, moi je suis très très à l'écoute de ça. Et donc je vous trouve très gentil. Voilà. Donc je vous passe la parole. Moi je suis un peu plus dure par rapport à notre système. Et vraiment, vous allez modérer la session des questions-réponses. Voilà. Well, I'm not sure if we have much time left. Alors, je ne suis pas sûre que nous ayons tellement de temps pour une session questions et réponses. Mais si vous me le permettez, je vous dirais, Madame Michèle Rivasi, que vous avez résumé aussi bien le problème que les solutions de façon excellente. Effectivement, la question est de la promotion de la santé plutôt que la lutte contre la maladie, parce qu'on se contente de supprimer les symptômes, alors qu'il faut plutôt se concentrer sur la promotion de la santé. Il est question ici de véritables systèmes de soins de santé plutôt que de systèmes de soins maladie tels que ceux qui existent aujourd'hui. Mais je propose que nos intervenants nous disent quelques mots. Oui, si vous me le permettez, lorsqu'on nous a demandé ce que nous pouvions faire et ce que vous pouviez nous offrir, eh bien, une toute petite chose en fait. Pourquoi ne lancez-vous pas un projet pilote, un petit projet pilote, une petite étude pilote sur l'intégration de la médecine intégrative dans les systèmes publics en un point d'Europe? À vous de décider de l'endroit, de l'approche à mettre en œuvre et vous lancez une étude pilote. Et vous étudiez ensuite les différences des résultats obtenus. Et je pense que vous serez surpris. Surpris parce qu'à long terme, pour alléger, en allégeant le fardeau des maladies à long terme, on rendra les gens plus heureux. Je pense que ce qu'il convient de faire, c'est de mener une étude sur l'homéopathie, Ayush, les différentes thérapies qui ont été mentionnées ici, leur poids dans les systèmes de soins de santé publics en un point d'Europe. Alors, je pense qu'effectivement, le respect des personnes est un élément prépondérant. Et parfois, la voix des personnes se perd au milieu de la cacophonie qu'est le jargon technique. Et c'est d'ailleurs ce que brandit la société. Le système de connaissances est en train d'ériger ce type de système. Et donc, je pense qu'il faut que nous changions de point de vue. Un grand nombre de personnes devraient changer de point de vue par rapport à la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, elle se développe d'elle-même sur la base de ses propres connaissances. Nous nous assurons que les programmes de formation sont bons, que la réglementation est adéquate. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, bien évidemment. C'est un processus à plus longue haleine, mais qui doit effectivement être lancé. Ce qui manque, c'est l'initiation. Et l'initiation, elle doit se faire. Et il faut que nous définissions un point de départ. Et c'est ce qui est important. Et je pense que c'est la seule façon, la condition qui nous permettra de changer les choses. Les études, ce sont des éléments qui soutiennent ce mouvement. Mais je pense que les demandes des populations doivent également être satisfaites. Et la voix de personnes puissantes au sein de la société permettra d'orienter les organisations telles que celles que je représente. C'est cela qui nous guide. Et je pense que si
par vos mots et vos actes, vous soutenez cette activité, cela sera grandement apprécié. Je voudrais également porter à votre attention le lancement de la déclaration sur les médecines complémentaires intégratives et traditionnelles, une déclaration qui a jusqu'ici été signée par près de 90 organisations du monde. Une déclaration qui appelle à la collaboration respectueuse entre les différentes pratiques médicales de manière à en arriver à une approche plus centrée sur l'humain, un accès complet sur les systèmes de soins de santé complémentaires et intégratifs qui devraient figurer parmi les droits à la santé. Vous avez une petite feuille d'information ou une déclaration qui est ici sur la table que je vous invite à signer si vous le souhaitez sur le site internet. Et plus nous compterons de soutien de la part d'organisations, mieux cela vaudra. Mais l'idée est que cette campagne débouche sur des résultats qui seront présentés lors de la prochaine Assemblée mondiale de la santé qui se déroulera l'année prochaine à Genève. À vous le dernier mot. À vous le dernier mot. Mais vous n'avez pas un mot à dire? Oui, Allez-y. peut-être, je veux bien. I just wanted to add. Oui, si vous me le permettez, effectivement, je dirais que la prévention, comme vous l'avez dit, est très important pour les systèmes de soins de santé, pour des raisons économiques, entre autres. Et je pense que c'est un des principaux piliers de la plupart des médecines traditionnelles et complémentaires. Il faut catalyser nos systèmes, il faut prévenir les maladies. Bien évidemment, sans médecine complémentaire, il n'y aura pas de système efficace de lutte contre les maladies et de prévention. Vous dites, mais il faut... Alors que vous utilisiez les députés européens, oui, puisqu'on est tous là ensemble pour défendre la médecine complémentaire intégrative, il nous faut des études. Et votre proposition de faire un projet pilote, on peut essayer de pousser au niveau de la commission, parce qu'à la commission, il y a des gens quand même qui sont sensibles. Mais alors, j'avoue que d'un point de vue politique, il y a des partis qui sont très opposés, comme s'ils étaient biberonnés au laboratoire pharmaceutique. Parce que vous dérangez. Vous comprenez? Vous dérangez. C'est tellement plus simple de dire qu'il y a un médicament miracle, qu'il y a un vaccin miracle. Vous avez une vision holistique de l'individu. Et en plus, vous développez son autonomie. Ça ne va pas avec notre système de consommation. Vous voyez, et donc, il faut vraiment revendiquer dans tous les textes, et on le voit à la commission Covid, on va essayer de voir comment on peut intégrer. Moi, j'étais à la commission sur le cancer. Quand on parle de médecine intégrative, on a l'impression que, vous voyez, on va faire rentrer le diable. Hein, c'est médecine traditionnelle, ça va aussi avec tradition. Hein, alors, bon. Donc, vraiment, je suis pour pousser cette médecine, mais il vous faut quand même des études. Vous voyez, je trouve qu'on n'a peut-être pas assez exploité les malades du Covid pour faire justement des études randomisées avec ce que vous disiez, avec des cohortes placebo, tout ça, pour montrer la valeur ajoutée d'eux. Et puis, c'est culture intégrative aussi. La culture d'un médecin, alors on le voit dans le cancer, ça marche quand même, puisque la médecine conventionnelle, elle a ses limites. Et là, souvent, vous êtes demandé pour améliorer le système. Mais là, je trouve il faut peut-être pousser à ce que vous voyez ce Covid long et en quoi cette médecine... Alors, vous dites qu'il y a plein d'études qui sont faites, mais allons-y dans les études, quoi. Vous voyez, plutôt que de donner, parce qu'on ne va pas toutes les lire, enfin ça c'est d'un point de vue... prenez-en une et puis dites, voilà, cette étude, elle est représentative, elle est bordée scientifiquement, et voilà les résultats. Bon. Sinon, si au niveau de l'OMS, je sais qu'il y a une ouverture sur cette médecine intégrative,
Eh bien, vraiment, allons-y. Et si je peux me permettre, soyez un peu plus critique en disant que si les gens, parce que vos alliés, ce sont les patients. Vos alliés, ce sont les gens. C'est le peuple, comme diraient certains. Et ça, c'est votre atout. Même s'ils entendent dans les médias ou par la pub, tout ça, qu'il y a d'autres choses, ils savent bien que ça passe par les plantes, que ça passe par, vous voyez, l'exercice, que ça passe par une diversité de médecine. Il y en a certaines qui correspondent mieux à l'individu que d'autres. Eh bien, montrez votre richesse. En tout cas, nous, on sera votre porte-parole. Mais à des moments, il faut taper des fois le poing sur la table en disant « on est là, voilà ce qu'on fait ». Et si vous n'en êtes pas d'accord, mais au moins pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent s'adresser à nous. And we need Voilà. funding for research. Ah yes, I know, all the time we need money. But we try to push the Commission to put money for that. Alors, nous essayons d'encourager la Commission à investir et nous pouvons demander le lancement de projets pilotes. C'est une possibilité que nous avons. Mais il faut que nous ayons énormément d'études. Si vous avez l'expérience, si vous avez des résultats, Eh bien, we must say it to the people. il faut les porter à la connaissance des populations. Alors, si nous avons encore une petite minute, je voudrais ajouter qu'il faut faire preuve de réalisme. Alors, vous avez tout à fait raison. La médecine conventionnelle a ses limites, c'est une évidence. Et pendant le Covid, effectivement, nous n'avons pas suffisamment prôné la prévention, une amélioration des modes de vie, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais soyons honnêtes également et reconnaissant que l'intégrité de la médecine intégrative a également des limites. Des personnes qui souffrent de cancer en phase avancée et qui ont un besoin désespéré de certains médicaments en raison du Covid, on peut leur dire, on peut vous aider grâce au yoga. Moi, je suis une fervente défenseur du yoga, ne vous y me prenez pas, mais je pense qu'il faut effectivement, et c'est très important, prôner avant tout la prévention, reconnaître ce que vous prônez, mais soyons également réalistes et reconnaissons que parfois la médecine conventionnelle est nécessaire. Alors, je parle des réseaux sociaux ou je ne vois pas pourquoi ils sont si opposés. Nous ne nous opposons pas à cela. Nous voudrions que vous bénéficiez d'une plus grande reconnaissance. Le financement est évidemment nécessaire, mais soyons suffisamment modestes pour dire voilà ce que nous pouvons faire et à partir de là, c'est un autre modèle médical qui doit être utilisé. Je pense que nous devrions reconnaître mutuellement ce que nous faisons les uns les autres. Le monde n'est pas une vision manichéenne en noir et blanc. Il faut apporter des nuances et puis simplifier peut-être. Et pour le reste, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir organisé cette journée. Puis le dernier mot à Michel. Et merci de revendiquer votre savoir. Merci, Monsieur le Président, d'avoir organisé cet événement avec tout notre soutien. Et puis, d'une part, on n'est pas à l'abri d'une autre pandémie. Donc, il faut dès aujourd'hui renforcer la santé, la résilience, le système immunitaire de tous les individus. Il faut leur donner l'information. Et puis après, c'est le hasard qui fait qu'on pourra développer ou pas une maladie. Mais en tout cas, on jouera la prévention. Et ça, c'est très important. Et l'autonomie des gens et la responsabilité des gens. Faisons des adultes critiques. Merci à tous, en tout cas. Vraiment.